Bonjour à tous. Donc là, avec mes collègues, donc Angélique, Antonia, Jean-Pierre aussi qui intervient dans l'équipe Archéo, on est partie prenante du projet versus SHS, histoire, anthropologie, dimension aussi linguistique. Et on va essayer d'apporter à notre mesure, dans la mesure du possible, notre pierre à l'édifice de ce beau projet. Alors, la mission, je me suis assigné aujourd'hui pour vous, c'est de vous donner, justement comme le titre l'indique, quelques pistes. C'est de rester de façon un petit peu... voilà. Non, je ne vais pas vous donner toutes les sources de façon exhaustive pour cette recherche, mais vous donner des pistes et peut-être vous familiariser, pour certains, ceux qui sont peut-être un peu éloignés de la recherche historique, vous familiariser avec certaines données. Alors j'ai intitulé cette intervention « Pistes d'exploitation des sources archivistiques des temps modernes et de l'époque contemporaine pour une histoire environnementale de la Corse ». Alors, ces pistes-là, l'histoire moderne et contemporaine, je rappelle rapidement les bornes chronologiques, en gros 1500 à nos jours, sur les deux périodes historiques. Et l'histoire environnementale, de façon plus large, c'est une sous-catégorie de l'histoire générale. C'est une approche qui est née aux États-Unis dans les années 70 et qui veut s'affranchir des frontières un petit peu classiques de la recherche historique, en particulier recherche historique rurale, recherche maritime, etc., histoire démographique, histoire sociale. Et c'est de voir la recherche historique de façon beaucoup plus de façon beaucoup plus systémique, et aussi non seulement de s'affranchir des frontières thématiques, de méthodologie classique, mais aussi s'affranchir des périodes historiques. On a tendance à catégoriser aussi les périodes. On travaille jusqu'en 1800 ou 1789, 90, 1800, 1815 en histoire moderne. On s'arrête et on ne franchit pas pour l'époque contemporaine et vice-versa, dans notre sens. L'histoire des épidémies, l'histoire des maladies, bien évidemment, ne tient pas compte de ces césures-là historiques. Alors, globalement, je vous ai un petit peu catégorisé pour l'histoire de la Corse. On va être bien sûr centré sur l'histoire de la Corse. Et j'ai essayé un petit peu de vous donner quatre éléments là aussi, de période, de bornage historique. Alors autant de gènes, la période génoise, en particulier les éléments qui nous intéressent concernant la thématique de la cultivation, c'est-à-dire la mise en valeur agricole de la Corse. On va voir qu'il y aura sûrement des éléments qui nous intéressent de façon, on va dire, en basse intensité. Les comptes rendus militaires de l'époque génoise, c'est-à-dire quel était l'état sanitaire des troupes en particulier. Documents administratifs génoises, c'est l'ensemble des sources historiques de l'administration génoise et qui peuvent, là aussi, de façon directe ou indirecte, nous donner des éléments sur l'histoire des épidémies présentes ou du moins des éléments qui nous permettront de trouver les trajectoires de cette histoire. Ensuite, au temps de Pasquale Bauli, et en particulier un document Iraguali qui était une œuvre, on va dire, de propagande du régime. Et à travers cette œuvre qui, de prime abord, est une œuvre, on va dire, surtout à des fins politiques, on va trouver des éléments de chroniques économiques, de chroniques climatiques, et également des insertions sur des états sanitaires possibles à tel endroit, dans telle piève, dans telle région. Et le but, en histoire, on n'arrive pas également, c'est la même chose dans n'importe quelle recherche, comme l'a très bien présenté tout à l'heure Avril, il faut tâtonner. Il faut voir aussi les choses en négatif, c'est-à-dire que vous pouvez chercher, fouiller des fonds, ou alors aussi bien en archéologie, fouiller des territoires, des zones, et puis ne pas avoir de résultats entre guillemets probants. Ce n'est pas un package tout ficelé pour pouvoir avoir des sources, des éléments. Il faut croiser les sources. Fin du XVIIIe siècle,
la Corse devient française, donc on a une nouvelle administration qui se met en place. Cette administration va produire du discours, va produire également des sources historiques. Par exemple, le dénombrement de 1769, les enquêtes de l'intendance, enquêtes économiques, politiques. Et puis on va avoir également un document important qui s'appelle le terrier. Je vais y revenir un peu plus tard. Et puis, j'ai intitulé la dernière partie, le 19e siècle, le beau 19e siècle. Pourquoi ce titre? Parce qu'on a, malgré tout, durant cette période-là du 19e siècle, on a des sources historiques assez importantes si on veut retracer des trajectoires de l'histoire des épidémies et de certaines maladies. Et durant ce 19e siècle, on peut s'appuyer sur les enquêtes préfectorales, sur la statistique générale, les enquêtes de l'Empire. Et là aussi, il faut se décentrer pour voir un petit peu la circulation de ces maladies. Il faut se décentrer du territoire insulaire et voir également ce qui se passait sur le pourtour méditerranéen. Et on y reviendra. En particulier une statistique sur les départements sous l'Empire napoléonien, les départements en particulier de la botte italienne. Et puis un ensemble d'autres statistiques, les enquêtes de 1829, questionnaire préfectoral. J'y reviendrai. Alors, je reviens rapidement. Les sources de la modernité. La modernité, donc, c'est l'époque moderne. Archives administratives génoises. Alors, pour votre gouverne, l'essentiel des archives génoises aujourd'hui sont conservés à l'Archivio di Stato à Gênes. Donc, ça implique, d'un point de vue très pratique, très matériel, pour pouvoir faire ces recherches, pour ceux qui ne sont pas initiés à ces domaines-là, des déplacements, un travail spécifique également de travail sur la langue, sur la compréhension. La plupart des textes, on va dire pour l'époque moderne, sont écrits en toscan. Donc, il y a aussi une pratique, on va dire, des langues pour pouvoir percer les données historiques à travers ces documents. Mais également les archives privées. Et dans les archives privées, on oublie très souvent, on se base sur les documents, on va dire, d'archives publiques, d'archives administratives, mais souvent on oublie, et le but aujourd'hui un petit peu de cette communication, c'est plutôt de faire un peu un florilège, de vous donner des éléments, des pistes de travail sur des documents qui sont peu exploités en temps normal, qui de prime abord, on n'y penserait pas forcément directement. Et dans les archives privées de cette période-là, bien évidemment, toute l'activité notariale, on a des sources très importantes. On peut trouver des éléments sur l'état sanitaire, des individuels ou collectifs, dans ces sources-là. Donc, ces archives-là, les archives privées, en particulier de l'activité notariale, elles sont présentes aux archives territoriales de Corse, sur les deux centres d'archives, Ajaccio et Bastia, actuellement. On a ensuite les archives publiques et privées au temps du général de Paoli également. Et la plupart de ces archives sont présentes ici en Corse. Et ensuite les archives publiques et privées aux premières heures de la Corse française pour cette période-là. Une grande partie de ces archives sont consultables ici et on a les fonds d'archives aussi bien à Ajaccio à Bastia, mais également aux archives nationales en région parisienne. Alors, rapidement sur les sources administratives, je vous l'ai déjà dit, ASG sous cet acronyme, ce sont les archives génoises. Ensuite, on a des fonds génois présents dans les archives territoriales de Corse aujourd'hui, aussi bien à Ajaccio et à Bastia. Par exemple, on a deux grands fonds présents ici chez nous, c'est le Civile Governatore et les Camerali. Et dans ces sources-là, on peut trouver des éléments de façon sporadique, des éléments sur les recherches qui nous intéressent pour le projet paléomicrobiologie. Ensuite, dans les fonds d'archives insulaires, et là je vous ai donné techniquement le nom de ces séries, vous avez la série E. La série E concerne l'ensemble des sources communales. Et on a pour chaque commune, chaque communauté, on peut avoir des sources variées. Alors elles sont très disparates. D'une commune à une autre, on peut avoir une diversité de la qualité et de la quantité des sources. Ça, c'est indéniable. On n'a pas une régularité de ces sources. Et dans ces sources, on peut avoir des éléments sur les registres paroissiaux, on peut avoir des éléments sur
les fontaines, sur la qualité de l'eau. Voilà, tous ces éléments qui participent à une construction lente mais assurée de l'histoire des épidémies et des pathogènes en Corse. On a également les séries plus connues, les séries H et G, qui sont des sources ecclésiastiques. Et là aussi, à travers l'activité ecclésiastique, à travers le monde ecclésiastique, on peut avoir de nombreuses références historiques à ce niveau-là. Ensuite, la série H qui concerne les sources hospitalières, que l'on connaît malgré tout assez bien dans ce travail historique de contextualisation pour cette histoire des épidémies et des maladies. Et puis, on a une série, la série C, qui est le fond de l'intendance. L'intendance était l'administration française au début des années 1770-1780. Et là, on a un ensemble de sources, de documents, de mémoires qui nous permettent d'avoir des éléments tangibles sur cette histoire-là. En particulier, 1771-1788, on a l'ensemble des rapports des vétérinaires sur les maladies animales, ou bien, par exemple, la série C127 sur une maladie particulière en Balagne, et on a du mal à savoir, à mettre un nom derrière cette maladie. Il y a tout un travail d'inspection. Alors, ça demande un travail d'enquête. Et ce travail d'enquête, aussi bien en archéologie, aussi bien en paléomicrobiologie, c'est ce travail du chercheur. Voilà, on tâtonne, hein, et on essaie d'avancer. Et puis vous avez des séries plus éloignées, en particulier le fond B, la série de la justice. Et à travers parfois des procès, des éléments qui, de prime abord, ne nous intéresseraient pas forcément directement pour cette histoire-là, on peut avoir des éléments, des données historiques sur l'état sanitaire, par exemple, des prisons, donc aussi bien des individus et puis la dimension collective. Et on le verra aussi pour le 19e siècle, par exemple, l'état sanitaire des pénitenciers. Par exemple, Casabianda, Cotitia, ces éléments-là, on peut faire ressortir pas mal d'éléments pour construire cette histoire-là. Alors, au-delà de ces sources administratives, je donnais un exemple pour illustrer ce que représentait un registre notarié au XVIe ou au XVIIe siècle. Voilà, ça se présente sous cette forme-là. Donc, vous devez travailler avec ce document-là. Voilà. Voilà. Vous devez vous y atteler. Voilà. C'est simplement un peu le côté comment dirais-je, très concret de la chose. Vous voyez ? Donc, parfois, pour lire une page, il vous faut une demi-journée. Voilà. Pour la décrire. Bon, j'exagère un petit peu, mais il y a cette dimension-là technique, matérielle, qu'il faut prendre en compte dans l'élaboration d'un chronogramme de recherche. Alors, les raguali, justement, je reviens un petit peu là sur cet outil, c'est-à-dire de propagande pauliste, à ce moment-là, c'est un outil politique. Mais c'est un outil très intéressant parce que c'est un outil de chronique, à la faveur, je dirais, du gouvernement de Paoli. Mais on a des éléments climatiques, on a des éléments, je disais précédemment, et on trouve parfois, justement, à un moment donné, on va dire dans tel pieve de Corse, on a signalé des morts suspectes, une maladie qui se présente. Donc il faut faire ce travail, on va dire, de recouvrement des informations. Et donc c'est une source à étudier. Alors, le temps des premières années de la Corse française. Donc ces premières initiatives, et on a, lorsque l'autorité publique française s'installe en Corse, elle a besoin de connaître le territoire. Elle a besoin de l'investiguer, de le connaître, à la fois pour pouvoir l'administrer et puis pour pouvoir fixer un cadre, on va dire, directionnel. Et la première initiative, c'est de faire un dénombrement de la population pour connaître à peu près l'état de la population en Corse, surtout pour pouvoir prévoir un régime fiscal et mettre un cadre, une structure d'impôt sur la population. Donc, à travers ce registre-là aussi, ce dénombrement, on va avoir des éléments qui vont nous intéresser concernant les maladies, les pathogènes et les épidémies. Voilà un petit peu la forme de ce document que on a ici sur place dans nos fonds d'archives. Puis vous avez aussi des éléments, on va dire, plus
des sources publiques, c'est-à-dire des décrets, des codes, etc. Et par exemple, le Code corse, ce recueil de 1774, édité par l'administration de Louis XV, va donner tout de suite des éléments, en particulier sur les étangs, sur les lagunes et les étangs de Corse. Et on a de nombreuses informations sur l'état, sur l'insalubrité, sur des maladies et les fièvres palustres. Tu nous as parlé tout à l'heure, Avril. Et tout de suite, on a, si vous voulez, des premières mesures d'assainissement. On a conscience de la situation et des risques sanitaires pour la population et puis également pour les troupes militaires et pour l'administration en général. Alors là aussi, il faut fouiller, il faut aller à la recherche des informations. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, on a un document très important en Corse qui est le fondement, on va dire, c'est le document le plus important pour l'histoire moderne et contemporaine en matière d'histoire rurale, d'histoire économique. C'est le plan Terrier. Alors le plan Terrier, je ne sais pas si vous connaissez, mais le plan Terrier, c'est une enquête. Un terrier, normalement, c'est un travail, un document officiel. On avait des terriers, par exemple, au Moyen-Âge, partout en France, en Europe, mais particulièrement en France. Des terriers, c'est-à-dire, c'est l'ancêtre du cadastre, si vous voulez. Je schématise. Voilà. Les historiens du droit me crucifieraient à ce moment-là, mais en gros, pour que vous compreniez, c'est cet esprit-là. Et en Corse, lorsque justement l'administration française s'installe en Corse, elle a besoin là aussi de connaître dans le détail les particularités de la propriété des terres et des territoires. Et donc, on a une grande enquête qui va être lancée en 1771. Cette enquête va couvrir l'ensemble du territoire. Elle devait durer 7 ans au départ, et puis les vicissitudes là aussi du temps, des données matérielles, etc., va faire prolonger l'enquête jusqu'à 1796. Donc durant 25 ans, l'ensemble de la Corse est arpenté. On a une grande activité et une grande production, en particulier cartographique. La première cartographie moderne de la Corse. Et à ce moment-là, on met en place les nouvelles techniques, en particulier de la triangulation. Ça permet de travailler sur la cartographie moderne. Et on a une enquête sur les propriétés des terres, propriétés des particuliers, communales et qui peuvent appartenir au domaine. Là, je vous ai fait ressortir les éléments qui concernent la zone de Biroulia, disons la lagune de Turline, qui est, on va dire, un élément à étudier, en particulier concernant le paludisme et les problèmes de l'insalubrité à ce moment-là. Et à travers cette enquête du plan Terrier et ses registres, vous avez à la fois la cartographie et les registres, vous avez des éléments de synthèse. Là, par exemple, pour le Cap Corse, vous avez des éléments de synthèse sur la situation économique, la situation sanitaire, etc. Vous avez cet ensemble pour tous les territoires de Corse. Vous allez avoir, à travers les registres, dans la colonne observation particulière, alors sur la gauche, vous avez l'ensemble des lieux-dits, c'est-à-dire vous avez un travail sur la toponymie et sur le territoire. Donc là aussi, il faut étudier de façon indirecte la toponymie, ce qu'elle nous indique, ce qu'elle peut nous renseigner, là aussi sur le projet directement. Et puis dans les observations particulières, on va voir un état, par exemple, de l'eau potable, des fontaines, etc. Et on a des éléments là aussi de façon un petit peu sporadique, sur des éléments qui concernent l'état sanitaire ou des maladies. Alors ça concerne des milliers de pages, mais c'est un document incontournable pour essayer d'établir à la fin du XVIIIe siècle un état, là aussi, de la situation. Alors je passe rapidement aussi sur un ensemble de sources diversifiées. Alors dans les sources diversifiées, j'ai essayé simplement de vous sensibiliser. Donc il y a les sources démographiques, dénombrement, etc. Les registres paroissiaux. Par exemple, la place du registre paroissial, c'est un élément majeur pour connaître, pour faire des sondages sur une zone, sur une situation. Voilà. Si demain nous devons travailler par exemple sur Bonivaz, en particulier sur la caserne Mont-Laure, il est utile d'avoir une chronologie de la situation, des décès, des naissances, de la baisse de la nuptialité, etc. Ce sont tous des éléments, des indicateurs qui doivent éveiller notre curiosité, nous mettre en alerte sur des situations potentielles de présence de pathogènes, d'épidémies.
La saisonnalité aussi des épidémies, à travers justement les registres paroissiaux, on va voir là aussi s'il y a véritablement une corrélation entre des périodes, des saisons particulières. On sait bien que pour les crises de paludisme, l'automne était une période qui était au XIXe siècle, par exemple. On y fait souvent référence. Là, il faut aussi, de façon régressive, essayer de voir si à l'époque moderne, on a les éléments. Ensuite, j'ai intitulé dans les sources fiscales et comptables. Là aussi, on va avoir, lorsque une communauté n'arrive plus à payer des taxes et des impôts, il faut peut-être s'intéresser à la situation démographique et derrière la situation démographique de cette communauté, s'intéresser à la situation sanitaire de cette communauté à certains moments. Si on revient aux révoltes de Corse de 1730-1735, l'élément politique, c'est l'élément de la pression fiscale, mais qui est dû aussi à une situation climatique les années précédentes qui a entraîné de mauvaises récoltes. Ces mauvaises récoltes ont entraîné de nombreux départs de populations, en particulier des communautés du centre Corse, ce qui a réduit l'assiette des impôts. Voilà. Donc il faut essayer de mettre en système l'ensemble de ces données. Puis les arts du temps et la religion sont des sources indispensables. En particulier, si on a des sources sur certains prêches, certaines prières, certaines l'érogations. L'érogations sont destinées à lutter justement soit contre des éléments climatiques, les sécheresses, à demander l'intercession du Tout-Puissant ou de la Vierge Marie pour justement lutter contre la sécheresse, des chutes de neige désastreuses et aussi des maladies, des épidémies. Hein. Je ne reviendrai pas sur la fête de la Madonnaccia, hein, qui est spécifique justement liée à cette épidémie de peste qui s'était produite dans l'Italie septentrionale. Alors tous ces éléments-là aussi religieux, à la lumière de l'étude historique, il faut pouvoir les intégrer. Et en particulier, c'est pour ça que je sors un petit peu du contexte des sources archivistiques écrites directement, il faut aussi s'intéresser par exemple à la présence d'églises, de paroisses, de chapelles dédiées à certains saints. Saint-Sébastien, Saint-Roch, Saint-Roch, sont des éléments qui doivent là aussi nous alerter sur cette prégnance liée directement à ce contexte, à cet environnement des épidémies. Et puis également la place des religiosités populaires. Il faut pouvoir là aussi interroger les pratiques, et aujourd'hui de façon régressive, actuelle, mais essayer de voir également les éléments que l'on pouvait retrouver à l'époque contemporaine et à l'époque moderne, de ces pratiques des religiosités populaires, des populations de la Corse, pour voir quel était l'impact là aussi sur la dimension de l'histoire sanitaire. Alors par exemple, sur les pratiques aussi funéraires, les pratiques par exemple de l'arc, du cimetière, cette historicité, on va dire, des pratiques funéraires, il est important aussi de les interroger et de voir l'arc, c'est schématiquement, c'est un peu cette fosse commune qu'on pouvait retrouver en particulier dans les parois, dans les églises directement. Et on a toute une histoire là aussi à retravailler sur la chronologie et l'évolution des pratiques pour justement travailler sur ces fonds potentiellement intéressants sur la présence de pathogènes. Donc voilà, là c'est une cartographie qui est issue de l'Atlas ethno-historique de la Corse, qui a travaillé justement sur cette territorialisation et cette évolution historique des pratiques funéraires. Donc voilà, il faut investiguer un ensemble d'éléments. On peut avoir aussi sur les productions agricoles, on peut avoir aussi pour cette fin du XVIIIe siècle des éléments à travers les sources, on va dire, économiques. Et là aussi, les éléments des sources économiques vont nous donner des éléments sur la situation climatique et, en corollaire, sur la situation sanitaire. Alors rapidement aussi, deuxième volet, c'est, j'ai donné la période moderne et maintenant les archives de la période contemporaine. Là aussi, hein, un peu sur le même schéma, les archives administratives, sources préfectorales, également inscriptions maritimes. On oublie trop souvent que la plupart, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, mais la circulation
des maladies, de la circulation se fait à l'échelle, on va dire, du bassin méditerranéen pour ce qui nous intéresse. Donc il faut pouvoir avoir cette vision à la fois centrée sur la Corse, mais également sa mise en système territorial sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Donc là aussi, il y a un travail lourd à faire sur ces sources, en particulier de l'inscription maritime, des sources de l'histoire maritime. Ensuite, durant tout le XIXe siècle, on a aussi un élément, on va dire, cadrant, qui est celui des délibérations du Conseil général de la Corse. Ces éléments administratifs vont nous donner des données, véritablement, sur la politique publique, sur des éléments situationnels, des épidémies, des maladies, de l'assainissement, de l'insalubrité. Donc ça, on peut le travailler, on peut travailler cette source-là précisément de façon exhaustive durant tout le XIXe siècle et dans la première partie du XXe siècle. Les sources communales, les archives communales, je n'y reviens pas. Les archives privées, et là, pour le XIXe siècle, on a une source importante, c'est la presse. On va dire la presse qui est née déjà au XVIIIe siècle, mais véritablement au XIXe siècle, c'est le siècle de la presse. Hein. Et là, on peut retracer de façon importante les éléments, l'apparition, ou là aussi je reviens sur le terme, sur les trajectoires, sur la conjoncture de certaines épidémies, sur certaines maladies, la récurrence, la fréquence dans la presse régionale, nationale et internationale. Et puis, pour le XIXe siècle, il faut aussi interroger ce que j'ai appelé la littérature écrite, la littérature orale, en particulier insulaire, sur l'ensemble des traditions, sur l'ensemble des mythes et de la mythologie qui est retransmise. On a une mythologie, une mise en récit, et en particulier certains contes, qui nous donnent des éléments potentiels liés directement à l'histoire des épidémies. Hein, si on fait référence par exemple à un mythe, celui de la biche pour la région d'Ostrigogne, dans le nord de la Corse, il faut interroger sur le plan historique un lien potentiel avec une histoire sanitaire. Alors les archives administratives, là aussi, de façon un petit peu, on va dire, je vous fais un peu l'inventaire à l'après-vert, j'ai essayé de vous décentrer certaines archives. Pour le XIXe siècle, vous avez deux grandes séries d'archives écrites, la série 5M et la série 7M, qui traitent, on va dire, de l'histoire sanitaire et des documents administratifs dans l'ensemble des départements français et en Corse également, sur un recensement des épidémies, sur l'activité des vétérinaires, sur l'activité de vaccination, les épizooties, etc. Donc ces séries, on les a, elles sont recensées, en particulier dans le projet Bruxelles, elles sont bien recensées, mais on a également d'autres sources un petit peu, on va dire, plus périphériques, et là aussi je voulais vous les matérialiser aujourd'hui. Alors la série 6M 870-873, c'est la série économique. Dans les archives contemporaines, c'est la série économique. Et en particulier, vous avez un document qui s'appelle l'enquête de l'an 10, donc 1802, et sous son terme original, c'est l'elenco di domande fatte dal prefetto del Gollo. C'est une enquête préfectorale qui est envoyée à chaque communauté, et avec plus de 260 questions, vous avez un état de la communauté. Un état géologique, quelles sont les roches, l'état des vents, les productions agricoles. C'est une enquête quelque peu, on va dire, ethno-économique. Les pratiques culturales pour la vigne, pour la culture de l'olivier, etc. Et puis, on a une série de questions, les séries 240 à 248, c'est la page de droite, alors là, c'est pas visible, c'est un ensemble de questions sur l'état sanitaire. Et je vous fais un petit focus rapidement sur une question en particulier, par exemple la question 245. Voilà. On demande, l'enquête préfectorale demande aux édiles des communautés de renseigner
potentielle présence d'épidémies, etc. Et là, on est sur la communauté de Bastia, sur la commune de Bastia. Et on voit clairement, dit voilà, les maladies épidémiques qui se manifestent dans notre commune sont justement la variole, voilà, la rosale, bon, scarlatine, etc. Et on a aussi des questions sur, pour revenir à ce que disait Avril tout à l'heure, aux premiers essais de vaccination sur la variole. On a un état, on peut avoir des éléments. Alors, cette enquête-là préfectorale, l'ELINC, ce questionnaire de l'Andis, il doit être interrogé pour nos recherches. Malheureusement, depuis 50 ans, nous n'avons plus que les registres pour les communes on va dire de la Haute-Corse, de la Corse du Nord. Pour l'ensemble des communes du sud de la Corse, elles ont complètement disparu des archives. Oui, il y a des biais aussi prosaïques de recherche. Et puis, là aussi, dans ces enquêtes préfectorales, les enquêtes publiques, on va dire, administratives, il faut aussi se décentrer. Et il faut parfois aller regarder ce qui se passait justement dans les territoires limitrophes, au-delà de la mer, et en particulier les territoires de l'Italie septentrionale. Et ce qui est intéressant pour le début du XIXe siècle, c'est que la plupart de ces territoires-là sont des départements de l'Empire napoléonien. Et on a un cadre, on va dire, d'enquête qui est identique, aussi bien pour la Corse, pour les départements du sud de la France, mais également pour cette zone de Rome jusqu'à Ventimille, on a les éléments. Alors, dans ces enquêtes préfectorales, on a aussi des états réalisés tous les 6 mois, en particulier de la part des sous-préfets d'arrondissement. Et là, je vous ai fait ressortir, pour illustrer un petit peu, pour l'arrondissement de Corté, on a par exemple des synthèses préfectorales sur l'état économique, l'état des cultures pour l'arrondissement. Et par exemple, en 1808, on a quelques éléments sur la présence de maladies épidémiques ou pas. Et la seule maladie épidémique qui a régné n'a été funeste qu'aux enfants. Plusieurs, surtout les plus faibles, ont succombé. C'était une toux d'un caractère obstiné et contagieux qui n'a cessé que depuis peu. Là, nous sommes à la fin de l'hiver 1808. Alors bon, c'est un élément parmi d'autres. Et ensuite, on a aussi des éléments, les opérations de la vaccine, d'abord généralement accueillies de façon favorable. Je synthétise ensuite, ont connu une certaine réprobation, une certaine crainte. Donc là, on peut aussi retracer, pour certaines périodes, véritablement aussi, quelque peu l'histoire des mentalités, c'est-à-dire le ressenti aussi, la réaction des populations, les fluctuations aussi, les pulsations de la politique publique aussi, des différentes politiques publiques. Donc voilà, on peut retracer de façon assez nette certaines trajectoires là aussi intéressantes. Un deuxième élément, 1814, dans ce même type d'extrait, voilà, sur certains caractères, certaines maladies, voilà. Bon, je passe rapidement, je pense que je suis un petit peu long. Voilà, alors, il y a aussi des sources privées qui sont peu exploitées. Donc, je le disais tout à l'heure, aussi bien pour l'époque moderne, un testament, les baux, par exemple, des contrats agricoles. Dans ces contrats agricoles, on peut avoir là aussi des éléments sur l'état sanitaire. Les contrats de mariage, on a aussi parfois des éléments distinctifs et en disant le marié qui était 2 années auparavant malade, aujourd'hui est en état de pouvoir se marier convenablement. Enfin, vous voyez, la petite histoire, on peut en faire aussi des éléments pour une histoire plus nette. Les archives des confréries, les archives familiales, les livres de raison, toutes ces enquêtes-là sont intéressantes. Alors je passe rapidement là aussi. Il y a une série en particulier, la série Z, c'est l'administration des sous-préfectures sur le plan économique, et on a vraiment des éléments très intéressants. Moi, je m'étais intéressé à la série 1Z sur l'arrondissement de Calvi, et là, on a par exemple, pour le choléra. Pour le choléra, on a des éléments intéressants. Une maladie qui s'attaque aux yeux, voilà, qui rend aveugle.
Donc là aussi, on se pose des questions dans les années 1830, 1840. Voilà. Alors je passe là aussi rapidement. Sources diverses, là aussi, dans les sources directes, dans la presse, etc. On peut trouver des données historiques, par exemple sur les Lazarets, Avril en parlait tout à l'heure. Par exemple, également pour les fièvres de Malte, on a un recensement de certaines données. Par exemple, là, une thèse qui avait été soutenue à Montpellier en 1924, si je ne me trompe pas. Voilà. Et puis des sources indirectes, la série 2O. Alors je vous ai assommé depuis tout à l'heure sur l'ensemble des séries, mais là aussi, on a d'autres séries éloignées qui peuvent nous renseigner de façon intéressante. Alors juste, pour conclure, de façon un petit peu aussi de façon systémique, là, je vous ai dressé un tableau, par exemple, des jours de pluie, d'orage, on va dire, des données climatiques sur la fin du 19e siècle. Et ce tableau était réalisé à partir des relevés des élèves maîtres de l'école normale d'Ajaccio, qui avaient pour mission de faire ce travail météorologique sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du territoire en France. Et à travers, là aussi, ces données, on va dire, climatiques, on peut aussi trouver des corrélations ou non avec des épisodes, là aussi, d'épidémie, de présence de pathogènes ou pas. Donc intéressant là aussi de voir si ça matche ou pas avec ce qu'on retrouve avec des événements climatiques particuliers ou pas. Voilà, donc le rôle majeur de la presse, j'y reviens pas. Véritablement, c'est une source très importante pour le 19e siècle. Et juste pour finir, là aussi, parmi les sources de la presse, on a des sources. On pourrait s'intéresser uniquement à la presse régionale, Bastia Journal, etc. Mais lorsqu'on fait un peu une enquête là aussi, et aujourd'hui grâce aux moyens numériques, on peut trouver par exemple, là c'est un extrait d'un journal espagnol, en particulier de Galice, de La Coruña, et qui recense un événement épidémique qui se produirait entre la Corse et l'île de Capraille en 1814, et donc doit inciter les autorités en Espagne, aussi bien aux Baléares, en Catalogne, à prendre des mesures de prévention. Donc cette histoire système et puis cette vision globale, voilà, c'était un petit clin d'œil en conclusion pour dire que le champ des possibles est vaste. Merci.